Pierre Bourdieu, est-ce qu'en matière de goût esthétique, de préférence alimentaire, de préférence vestimentaire, de manière de table, est-ce que nos distinctions nous distinguent ou est-ce qu'on peut dire que nos classements nous classent? Oui, tout à fait, hein. Le goût est cette chose très très paradoxale qui à la fois nous permet de faire des différences, hein, euh, de produire des préférences, de dire j'aime mieux ceci que cela, et en même temps qui nous rend justiciable de jugement de préférence. C'est-à-dire, on dira, il a bon goût, il a mauvais goût. Autrement dit, c'est une sorte de pratique réflexive. Enfin, nous ne pouvons pas juger dans ce domaine sans être justiciable de jugement, sans être jugé. Et c'est pourquoi d'ailleurs le sens commun dit des goûts et des couleurs ne discutent pas, ce qui est une façon d'évacuer le problème, de dire n'en parlons pas, en fait parce que ça serait trop grave. Une de mes découvertes en travaillant sur ce sujet, c'est que aujourd'hui il n'y a sûrement pas beaucoup de jugements qui engagent autant les gens que les jugements de goût. C'est-à-dire, vous pouvez facilement faire rougir quelqu'un aujourd'hui, le faire rougir sur sa sexualité, ça devient de plus en plus difficile. Mais faire rougir sur une faute de goût, sur une gaffe, etc., c'est extrêmement facile. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés de l'enquête. L'enquête sur les problèmes de goût est très difficile parce que, évidemment, le rapport d'enquête est un rapport social. Et la personne interrogée a une idée du statut social de la personne qui l'interroge, donc de ses goûts, de ses préférences, et il a peur d'être jugé par l'interrogateur. Et de ce fait, il tend, d'autant plus qu'il est plus bas dans la hiérarchie sociale, à produire des jugements de goût qu'il juge conformes aux attentes de l'interrogateur. Par exemple, lorsqu'on est interrogé sur les goûts en musique, beaucoup de gens de petite bourgeoisie ou du haut des classes populaires disaient à la question aimez-vous la musique? Ils répondaient souvent oui, j'aime beaucoup les valses de Strauss, parce que c'est la grande musique du pauvre, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on se fait de la grande musique, ce qu'on appelle la grande musique, quand on n'est pas familier avec cet univers. Voilà. Donc déjà une différence entre les goûts spontanés et les goûts voilà, proclamés. Voilà, donc il a fallu faire tout un travail pour contourner cette tendance à valoriser et pour se référer plus aux pratiques d'ailleurs aux déclarations. Par exemple, là, nous avons fait toute une enquête qui a abouti à un livre qui s'appelle L'amour de l'art, qui est une enquête extrêmement lourde, longue et difficile, une enquête statistique, auprès du public des musées que nous attrapions à la sortie, que nous interrogions, etc. C'est-à-dire en situation de pratique. Bon, là, on est sûr que les gens étaient au musée puisqu'ils en sortaient. Et donc on obtient dans ce cas-là des mesures tout à fait inférieures à celles qu'on obtient quand on demande des déclarations. Combien de fois êtes-vous allé au musée au cours de l'année? Donc il y a une tendance à s'accorder plus de culture qu'on en a. Cela dit, donc le goût et cette capacité bizarre de faire des distinctions qui distinguent. Et le titre de l'ouvrage dans lequel j'ai publié les principaux résultats concernant ce problème, la distinction, est un titre volontairement ambigu. D'ailleurs, rétrospectivement, je regrette cette ambiguïté parce que je pense qu'on a entendu que un des moteurs du monde social et en particulier des pratiques culturelles, c'est la volonté de se distinguer. Bon. En fait, cette volonté de se distinguer, le snobisme, ce qui n'est pas du tout l'idée du livre. En fait, nous sommes distingués, que nous soyons distingués selon la définition officielle ou pas. On peut dire que, par exemple, un petit commerçant que, au nom des normes dominantes, nous jugeons vulgaire, est distingué, en ce sens qu'il est différent des autres. Et en fait, l'idée centrale pour comprendre ces phénomènes, qui sont des phénomènes très compliqués, formidablement compliqués, c'est qu'il y a un espace de différence selon plusieurs principes.
De différences hiérarchisées. Oui, différences hiérarchisées, des différences selon le sexe, selon l'âge, selon la profession, selon le niveau d'instruction, selon le capital économique, selon la résidence, Paris, province, etc. Il y a tout un espace de différences. Bon, et ces différences objectives, enfin dans les moyens, pourrait-on dire, hein, les moyens de consommation, hein, se retraduisent en différences dans les préférences manifestées. Bon, c'est-à-dire quand vous savez où quelqu'un se situe dans cet espace de différence, bon, c'est-à-dire quand vous savez sur lui, sur sa profession, son niveau d'instruction, la profession de ses parents, etc., vous pouvez deviner en gros, sinon quelle catégorie de goût il aura, quelle catégorie de goût il ne peut pas avoir. Bon. Autrement dit, il y a une prédiction, une prévision qui signale une corrélation. Voilà. Donc, alors là, je peux dire, on dit souvent de mon travail qu'il est déterministe. À quoi je réponds? Simplement qu'il constate. Moi, je constate des corrélations stupéfiantes. Et parfois, je me dis, on va encore dire que je suis déterministe. Ça me surprend moi-même de voir à quel point, par exemple, je sais pas, dans l'univers des grandes écoles, qui est un univers dans l'espace de la distinction, où je décris l'ensemble du monde social, c'est un point. Eh bien, à l'intérieur de ce point minuscule, je vais retrouver tout un espace de différence nécessaire. C'est-à-dire, je vais retrouver entre l'élève de HEC, l'élève de l'ENA et l'élève de l'école normale des différences systématiques, non aléatoires. Et je vais même en trouver entre les élèves de l'école de Saint-Cloud et de la rue d'Ulm. C'est tout à fait impressionnant. Alors, évidemment, ce sont des différences statistiques. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à avoir un goût déterminé à partir d'une position déterminée, mais nous avons des goûts probables. Par rapport à toute une tradition philosophique du jugement de goût comme jugement essentiellement désintéressé, vous pointez au contraire un intérêt social tout à fait à l'œuvre. Oui, enfin, ce que j'essaie de mettre en lumière, enfin, la distinction a un sous-titre qui est critique sociale du jugement de goût. C'est-à-dire qu'au fond, j'essaie de faire une entreprise de type kantien, qui consiste à s'interroger sur les conditions de possibilité. Qu'est-ce qui rend possible le fait de formuler un jugement de goût? Alors je dis, il y a des conditions sociales, même économique et sociale, de possibilités de tout jugement de goût. Alors que la représentation dominante du jugement de goût, qui est justement la représentation kantienne, ne vaut que pour les dominants. C'est-à-dire la représentation dominante est que le jugement est un jugement pur, qui n'a pas de détermination externe, qui est autonome, autotélique et autonome. Bon. Distancé. Et distancé. Bon. Alors que dans la réalité, c'est que il y a, oui, des conditions sociales de possibilité. Pour avoir les goûts que j'ai, il faut que je sois le produit de certaines conditions sociales. Et l'esthétique pure, alors pour prendre l'exemple le plus défavorable à ma thèse, en apparence, l'esthétique pure, l'esthétique de l'art pour l'art, l'esthétique de la forme, etc., a des conditions historiques et, on pourrait dire, pour employer la distinction, phylogénétique et ontogénétique de possibilités. Alors je m'explique. C'est-à-dire pour que quelqu'un regarde un tableau de Poussin ou de Mondrian ou de Nicolas de Staël, comme il faut le regarder selon les normes qui définissent aujourd'hui l'esthétique légitime, pour quelqu'un le regarde comme ça, il faut qu'il y ait eu toute une histoire qui remonte très loin. Il faut la suivre depuis le Quattrocento. Il faut surtout la révolution du 19e siècle, enfin, en peinture, où on cesse de regarder une œuvre en fonction du sujet. Jusqu'au 19e siècle, on l'oublie, enfin juste avant Manet, les critiques étaient des gens qui disaient, voilà, c'est un tableau qui représente Phocion, et on faisait un petit cours d'histoire. Bon, et on avait tout dit du tableau quand on avait dit ce qu'il racontait. Et le tableau était un récit. Bon, ça a été une espèce de rupture extraordinaire de dire, on le regarde en lui-même, pour sa couleur, pour ses formes, pour ses combinaisons. Bon, ça c'est la première chose, les conditions historiques. Puis il y a les conditions du côté de l'individu. Il faut un apprentissage
du regard pur, du regard gratuit, donc des conditions familiales, des conditions scolaires, etc. Et tout ça est oublié dans la théorie du jugement pur. Ouais. Est-ce que vous ne repérez pas justement, fonctionnant à l'intérieur des différents jugements de goût, les confusions faites éventuellement entre la photo d'une belle femme et la belle photo d'une femme, pour reprendre cette distinction kantienne d'ailleurs d'origine. Tout à fait. Mais oui, justement, enfin, Kant, que j'ai essayé de lire un peu entre les lignes, porte, enfin, comment dire, et charrie des jugements sociaux constamment. Ouais. Les goûts des palais et des sens, il y a une espèce de goût inférieur et un goût supérieur, un goût pur. Il y a justement une manière impure de regarder un nu féminin, et une manière légitime, enfin, qui ne s'intéresse qu'à la forme, etc. Bon, cette distinction, évidemment, est associée à certaines conditions d'existence.